Salut, ici c'est Rex Potam. Aujourd'hui nous allons voir comment construire une pièce classique en utilisant la forme sonate. Cette vidéo sera en 2 épisodes. Alors si tu t'intéresses à la composition musicale, tu es au bon endroit. Je veux te montrer comment composer de belles musiques, que ce soit pour de l'instrumental ou de la chanson, et quel que soit le genre. Je suis Rex Potam, auteur-compositeur depuis plus de 8 ans, et je t'apporte ma méthode qui repose sur les bases de la musique tonale occidentale. Ces bases ont été définies et affinées au cours des siècles, et elles ont encore toute leur place aujourd'hui. Alors avant toute chose, et tu en as l'habitude, si cet épisode te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter. Ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Donc, la forme sonate, c'est une des formes classiques les plus importantes. Pour le coup, elle n'est pas forcément très utilisée dans d'autres genres, mais pourquoi pas, hein. J'ai bien écrit une chanson sous forme de concerto, et donc dont le premier mouvement est une forme sonate. C'est le concerto pour un ange, qui est dans le cycle 2, Retour d'un ange, en 2018. Le lien est ici, et en description. Alors la forme sonate a été développée principalement dans la deuxième moitié du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle à Vienne, donc avec les 3 grands larrons, qui sont Haydn, Mozart et Beethoven, et elle s'utilise dans toutes les grandes œuvres du genre classique. Quand je dis toutes, on va dire presque toutes, mais globalement on va dire 99%, il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Et quel que soit le type d'œuvre, donc que ce soit des sonates, que ce soit des concertos, que ce soit des symphonies, etc., généralement c'est le premier mouvement de toutes ces œuvres. Enfin sa structure. Au passage, pas confondre la forme sonate de la sonate, bien qu'évidemment le premier mouvement de la sonate soit en forme sonate, bien entendu. Je vais te présenter la forme sonate en l'illustrant avec un exemple. À la fin donc de ce double épisode, tu verras qu'avec un peu de travail et un peu d'inspiration au bon moment, nous aurons composé une pièce de plusieurs minutes que je te laisserai écouter. Alors, le plan général de la forme sonate. La forme sonate se caractérise par une superposition d'une forme ternaire, donc A, B, A', sur une forme binaire, donc A et B. Je ferai certainement des épisodes sur ces 2 types de formes, ternaire et binaire. Je vais exposer les bases et quelques possibilités offertes par la forme sonate. Alors, comme toujours, ici ce sera présenté sous une forme scolaire et bien entendu cette forme est plus malléable qu'elle n'y paraît et ne demande qu'à être aménagée. D'ailleurs, je m'en prive pas dans mes œuvres. Et voici donc le plan général de la forme sonate. En première partie, nous avons l'exposition. Elle présente un dilemme et se termine en tension. C'est l'antécédent de la forme entière. Son parcours tonal met en lumière cette tension. D'abord, dans le ton principal, l'exposition se termine dans un ton voisin, avec en particulier une cadence parfaite dans cette tonalité, donc le ton voisin. Et je reviens tout de suite sur ce que c'est que ce ton voisin. La troisième partie, j'ai rien loupé, on reviendra sur la deuxième après. La troisième partie, c'est la réexposition, et elle présente la résolution de ce dilemme, donc de l'exposition. Exposition au début, réexposition à la fin. Et c'est donc le conséquent de la forme sonate. Son parcours tonal, du coup, permet de résoudre cette tension en étant majoritairement dans le ton principal de la pièce. La cadence de cette partie est une cadence parfaite dans le ton principal. Entre les deux, bien sûr, entre la première et la troisième partie, il y a la deuxième partie où on va explorer les thèmes dans un développement plus ou moins conséquent. Le parcours tonal est ici plus exploratoire en s'éloignant du ton principal. Le développement se termine par une demi-cadence dans le ton principal qui permet donc de basculer sur la réexposition. Alors un petit point sur les répétitions, parce que tu verras que souvent dans les œuvres, il y a des répétitions de certaines parties. Alors classiquement, l'exposition est répétée, donc en un bloc, puis le développement et la réexposition, les deux ensemble, sont également répétés. Alors moi j'aime pas trop les répétitions littérales, donc j'éviterai ce schéma, ce qui n'empêche pas bien sûr la réutilisation de matériel, c'est un peu la base, avec des variations. Ces différentes parties peuvent être connectées par des passages spécifiques que j'appellerai des connecteurs. Ces connecteurs ne sont pas obligatoires, leur nombre et leur importance varient, mais on peut citer 4 connecteurs principaux. On a l'introduction, qui est bien entendu tout au début de l'œuvre, donc avant l'exposition.
On a la codetta qui va faire la connexion entre l'exposition et le développement. Puis nous avons la retransition qui va faire le lien, la connexion entre le développement et la réexposition. Et enfin, à la fin, la coda qui va conclure la réexposition et donc l'œuvre entière. J'en parlerai plus longuement un peu plus tard, parce que la composition de ces passages nécessite d'être au clair avec tout le reste de la pièce et tout le reste de la composition. Alors, commençons par l'exposition. L'exposition est une forme binaire. Elle présente successivement deux thèmes, à la fois apparentés et distincts. Leur parenté est importante, il s'agit tout de même de la même pièce, bien entendu. Pour les rendre différents, on va se baser sur la construction de leur motif. Après avoir construit le motif du premier thème, celui du deuxième en sera dérivé soit par contraste, donc en inversant certaines propriétés du thème, les intervalles, le sens, rétrograde, augmentation, diminution, etc. Soit en reprenant une partie du motif, soit un peu plus saillante, soit au contraire sous-exploitée dans le premier thème, et avec quelques modifications ou quelques ajouts. Une autre différence est très importante parce que c'est quand même une forme sonate. Le deuxième thème doit être dans un ton voisin que j'ai appelé l'alter ego dans l'épisode sur les phrases, donc l'épisode précédent qui est donc ici bien entendu et en description. Ce ton voisin généralement est la dominante si le ton principal est majeur. Donc par exemple si la pièce est en do majeur, le ton voisin sera sol majeur. Et si le ton principal est mineur, ce sera sa relative majeure. Donc si on est en do mineur, comme dans notre cas tu vas le voir, le ton voisin c'est la relative majeure qui est donc mi bémol majeur. D'autres choix sont bien évidemment possibles, tant que la relation entre les deux tonalités est évidente. Par exemple, un autre degré, comme la sous-dominante ou même une médiante. Donc il ne faut pas chercher à faire compliqué parce que ça nuit à la compréhension de l'exposition. Des recherches plus aventureuses pourront se faire au cours du développement. Pour le premier thème de notre forme sonate, je vais repartir de la double phrase que nous avons construite dans l'épisode sur les phrases. Donc sa tonalité est en do mineur. Son motif est simple et le voici en rappel. Alors le premier thème peut être joué deux fois. Ici je vais faire simple, je vais réutiliser le matériel de l'épisode sur les phrases, donc la première phrase sans modulation, puis la reprise avec la petite modulation transitoire en mi bémol. Cette phrase revient en do mineur et il faudra donc soit un pont entre les deux thèmes, soit une cadence appropriée pour revenir en mi bémol. Il faudra également veiller à introduire quelques enrichissements pour éviter la redite littérale. Et voici donc ce que j'ai produit en première intention. Alors à l'écoute, on se rend compte que le motif est très régulier et très présent. Comment atténuer ça? Nous le verrons une fois que nous aurons construit le second thème. Une piste serait de déplacer ou de supprimer certaines répétitions, voire revenir au schéma classique, une seule répétition globale pour l'exposition. Et dans ce cas, j'utiliserai les deux doubles phrases, la première en exposition initiale et la deuxième à la reprise. Donc la première qui ne modulait pas et la deuxième qui modulait temporairement en mi bémol. Voyons le second thème. Voici quelques propositions pour le motif. Alors, la même mélodie, mais avec l'harmonie transposée en mi bémol majeur,
Comme je l'avais expliqué, ça fonctionne parce que la mélodie est globalement sur la tierce de Do mineur, donc sur la fondamentale de Mi bémol majeur. C'est sous cette forme que nous l'avons vu dans la période qui commençait en Mi bémol majeur. Donc, comme on pouvait s'y attendre, ce thème est bien trop proche du premier thème, d'autant qu'il est déjà exploité sous cette forme dans l'exposition du premier thème. Il faut donc travailler un peu plus. Donc je vais repartir du motif initial, mais cette fois-ci je vais l'inverser. Il s'agit de prendre chaque intervalle de la mélodie et de le rendre montant s'il était descendant, et vice-versa. Donc on inverse les pics et les vallées. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour séparer les deux mains, j'ai monté la mélodie d'une octave, mais c'est encore un point qui permettrait de faire évoluer le thème, par exemple en octaviant une partie de la mélodie, comme ici. Une autre approche serait de n'utiliser qu'une partie du motif, peut-être en combinant le motif initial avec une inversion. J'ai aussi fait le lien entre les mesures pour ne pas remettre le silence initial, tout en gardant un petit silence pour rappel. Bon, ça reste encore un peu trop proche du premier thème. On n'arrive pas encore à bien distinguer les deux. On va essayer autre chose. Essayons l'augmentation. Il s'agit d'augmenter la valeur rythmique des notes, donc les croches deviennent des noirs, les noirs deviennent des blanches, les blanches deviennent des rondes, etc. Et du coup, je vais partir de la deuxième moitié du motif et l'augmenter pour en faire deux mesures. Alors ici, on se rend compte que c'est pas suffisant. Sur ce canevas de quelques notes, il faut d'une part ajouter une croche ou deux pour conserver la fluidité, et d'autre part corriger le ré final qui arrive sur un temps fort et semble donc très dissonant. Donc voilà la version corrigée. Bon, puis à l'écoute, en fait, je vais même l'enlever ce ré en suspens, en me basant sur la version que nous avions faite, afin de ne pas réutiliser cette caractéristique très distincte du premier motif. J'ai aussi modifié un peu le rythme en introduisant une caractéristique de la fin de la première phrase, le rythme noir pointé, noir, noir pointé. Ce rythme est un peu spécial, et il peut être intéressant, on verra si on peut l'exploiter, je pense qu'il reviendra. Et voici donc le résultat. Voilà, on va pouvoir construire notre deuxième thème avec ce motif. Alors, le second thème est normalement construit par trois phrases successives, donc qu'on appelle B, B' et B seconde. J'ai envie que ce thème bouge un peu, donc après une période B pour un démarrage en douceur et bien poser la tonalité, je ferai deux énoncés qui seront B et B' et B seconde. Si je joue sur les répétitions, je mettrai peut-être pas toutes les phrases sur les deux reprises. Il est même possible que je remplace B' et B seconde par genre une seule phrase B tierce avant de conclure. Je ne vais pas trop m'attarder sur la construction de ces phrases parce que nous en avons déjà parlé, j'ai fait un épisode entier. Voici donc le résultat de l'exposition du deuxième thème. Voilà, donc après un arrangement des deux thèmes, avec la seule répétition globale de cette section, voici l'exposition en entier. J'ai juste modifié un petit peu la fin du premier thème pour qu'elle se termine sur une demi-cadence en mi bémol, donc sur un accord de si bémol 7, avec une césure pour assurer la transition vers le second thème. Une autre solution aurait été de conserver le premier thème tel quel avec sa cadence parfaite et de composer une transition vers le second thème. Mais à mon avis, le thème, les motifs sont déjà suffisamment exploités, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et voici donc l'exposition complète.
Voilà, comme tu peux le voir, on a déjà 3 minutes de musique, mine de rien. Et il reste encore le développement et la réexposition. Bon, occupons-nous déjà de la réexposition, avant d'attaquer le développement. La réexposition reste globalement dans le ton principal, ce qui n'empêche pas quelques fantaisies bien entendu. Mais il faut que cette section soit conclusive. Alors le premier thème est réexposé tel quel, mais il peut être enrichi, voire avec quelques détours harmoniques qui doivent être résolus. Je vais repartir de la double phrase qui faisait un détour par mi bémol pour revenir en do mineur, mais en la modifiant pour qu'elle fasse une modulation un peu moins commune, pour la surprise. Alors pour ça j'ai le choix, soit une autre médiante, la médiante majeure supérieure, donc c'est-à-dire mi majeur ou mineur, ou bien une des médiantes inférieures, donc là où la bémol, majeur ou mineur encore une fois. Ou bien la dominante en sol, ou encore la sous-dominante en fa. Tout ça, ce sont des tons qui sont suffisamment corrélés au ton principal pour pouvoir être utilisés. Et du coup, je vais te laisser la surprise à l'écoute et j'en parlerai après. Le second thème, lui, doit être dans la tonalité principale, donc en do. Soit en do mineur, comme le reste du morceau, soit le majeur parallèle, donc do majeur, qui a un double avantage. Tout d'abord, la transposition est beaucoup plus simple, mais c'est un détail technique. L'autre avantage est d'apporter une lumière un petit peu nouvelle sur la tonalité principale et un petit peu de fraîcheur. Et du coup, je vais partir sur cette solution. Donc sans plus attendre, voici la réexposition. Donc la fameuse surprise, j'ai utilisé la médiante inférieure, la bémol. J'ai conservé le mode mineur et j'ai fait ce choix parce que le la bémol, tout comme sa tierce, le do et sa quinte, le mi bémol, sont dans la gamme de do mineur. Donc l'oreille n'est pas perdue, c'est juste un peu une petite surprise. Par contre, tu as remarqué qu'à ce moment-là, il n'y avait plus tellement de bémol et plutôt des dièses, plein de dièses. Pourquoi ? L'armure de la bémol mineur est plutôt compliqué à lire, en fait il y a 7 bémols à la clé, et du coup je l'ai remplacé par ce qu'on appelle une en-harmonie, c'est-à-dire en renommant les notes différemment par sol dièse mineur. Ça sonne pareil à l'oreille, et du coup il y a seulement 5 dièses. Seulement. Allez, cet épisode est déjà bien assez long, donc je vais m'arrêter là. Nous avons vu la partie la plus importante de la forme sonate, les deux thèmes et leur agencement dans l'exposition et la réexposition. Dans le prochain épisode, nous verrons tout ce qui concerne les développements thématiques, le développement et les divers connecteurs. Du coup, pour pas manquer cet épisode, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Si tu as des commentaires, n'hésite pas, ou si tu veux partager tes propres essais, j'irai écouter. Et en tout cas, à très vite. Salut, salut!